Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de PTDRTki, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Enzo. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous recevons Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien et vous ? Je vois que tu as un peu de ton attirail de rhume avec les mouchoirs, les petites pastilles et tout. Oui, je risque de parler un peu avec la bouche. Pack d'hiver. Avec le nez. Mathilde, quand tu te présentes à un inconnu, comment tu le fais ? Comment tu te présentes ? Généralement avec mon prénom. Salut, c'est Mathilde. Et en fonction de la personne, j'adapte mon discours. Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie ? Alors actuellement, je suis étudiante et je gère aussi un comedy club. Enfin, ça s'appelle plus un plateau. C'est-à-dire c'est comme un comedy club, mais le lieu ne nous appartient pas et c'est qu'une soirée par semaine. Ça s'appelle La Fabrique du Rire, c'est à Toulouse. Et cette semaine, on en a lancé un deuxième qui s'appelle La Grotte du Rire, toujours à Toulouse. C'est quoi comme étude que tu fais en ce moment ? Alors en ce moment, je suis à Sciences Po Toulouse. Bon, alors en réalité, j'ai pas très souvent en cours. Mais bon, voilà, il faut que je travaille pour les partiels. Je suis pas hyper investie dans ma vie étudiante. Je suis beaucoup plus investie dans ma vie artistique parce que je vous l'ai pas dit ça. Je fais du stand-up à côté des comedy clubs. Et donc, ouais, voilà, je suis beaucoup investie dans l'écriture, dans la performance sur scène, tout ça, plus tout ce qui est la gestion. En fait, c'est presque une micro-entreprise, mais au noir. Alors, tu nous as dit que tu étais à Sciences Po. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce parcours d'études ? Alors, déjà, très jeune, en fait, je m'intéressais énormément à la politique. Et après, je pense que c'est aussi tout le déterminisme social autour de ma condition qui fait que je me suis tournée vers Sciences Po assez rapidement. Mes parents n'étaient pas du tout dans ça, pas dans la compétition scolaire et tout, mais je viens d'une classe moyenne, donc forcément on regardait Sciences Po un peu avec des grands yeux. Et donc ouais, très jeune, je me suis investie pour passer le concours et pour le réussir. Je ne l'ai pas eu le premier coup, parce que c'était l'année Covid. Donc je suis allée faire une prépa à côté. Et là, j'ai eu Sciences Po. Et c'était un peu le Graal. Et quand je suis arrivée, ça a été la déception très rapidement parce que, en fait, je regardais ça tellement avec des yeux d'enfant, des étoiles, tout ça, que je m'attendais vraiment à une école incroyable. Ce qui est le cas en soi, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes. Et surtout, en fait, on parle pas tant de politique que ça. Et le peu de politique dont on parle, c'est ça vous détruit le moral et on comprend qu'il y a vraiment pas beaucoup de biais, enfin de moyens pour changer les choses et en tout cas pas avec cette école. Donc voilà. Et du coup, tu avais des ambitions professionnelles avec Sciences Po ou c'était juste parce que les sujets t'intéressaient ? Alors non, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent Sciences Po, politique directement. Moi, j'aimais la politique, enfin tout le jeu traditionnel de la politique, tout ça. Mais je me voyais pas du tout faire de la politique. Vraiment, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et donc, c'était surtout les sujets que je fantasmais finalement, parce que finalement, on n'étudie pas vraiment ce que je pensais à Sciences Po. Mais c'est génial, il y a vraiment des matières incroyables. Mais enfin, je me verrais pas faire d'autres études que Sciences Po, mais en même temps, je me vois plus faire des études. Du coup, par rapport à ce que tu fais à côté de tes études, ouais. Pourquoi le stand-up ? Alors ça, c'est un grand mystère. Vraiment, encore aujourd'hui, je me rends compte, maintenant que j'en fais, qu'il y a plein de gens qui m'ont mis sur cette voie, ou même il y a plein de choses dans ma vie que je m'étais dit « Oh tiens, le stand-up », mais vraiment, j'avais jamais réfléchi au truc. Et un soir, je me prends un râteau. Je vous raconte ça. Je me prends un râteau, je vais en soirée, je raconte le râteau et je fais beaucoup de blagues, beaucoup d'autodérision. Ça fait énormément rire mes amis. Et ils me disent « Bon, tu quittes pas la soirée tant que t'as pas envoyé un message à un comedy club. » Et je dis ok. Ultimatum quoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je suis bourrée, j'envoie le message et le lendemain matin, gueule de bois, enfin le lendemain après-midi plutôt, je reçois un message qui me dit on serait ravis de te rencontrer, viens nous voir mercredi prochain. Je vais les voir. Et là ils me disent t'es programmé en février. Oh. Et là je me dis c'est parti, l'aventure commence. Et en réalité, j'y vais. La première fois et je pense pas refaire. Enfin pour moi je vais vraiment tester un cours de badminton quoi, vous voyez. Et très vite je me prends en jeu quoi. Enfin j'ai le souvenir de la première fois où je descends de scène. Ça le plus marquant c'est quand tu descends de scène parce que t'as toute l'adrénaline et je me dis waouh, je veux faire ça tous les jours. T'avais déjà écrit des blagues, des sketchs en amont ?
Non, en fait, quand ils m'ont dit on te programme, j'ai fait l'autruche jusqu'à 5 jours avant la date. Et 5 jours avant, je me suis dit, bon là, faut gratter en fait. Et donc très vite, en fait, je me suis rendu compte que là où j'étais le plus drôle, c'était sur des sujets qui me faisaient un peu, qui me trigger un peu. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais aller gratter sur ça. Et en fait, tout le monde a été... Enfin, tout le monde, c'est hyper prétentieux, mais les artistes qui étaient présents ce soir-là m'ont vu arriver très décontractée parce que j'avais l'habitude de prendre la parole via mes études, tout ça. Et donc, j'étais pas hyper stressée. Et ils se sont dit, ouais, c'est vraiment une touriste, quoi. Et en fait, je monte sur scène et je parle de sujets sur scène qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et je parlais beaucoup d'EHPAD à l'époque parce que je travaillais en EHPAD. Et du coup, ils ont ri et ils ont beaucoup apprécié. Et en fait, directement, du coup, je suis rentrée dans leur petite team et ils m'ont permis de jouer beaucoup et donc de progresser rapidement. Ouais. Et c'est quoi ton premier contact avec le stand-up ? Est-ce que tu regardais déjà du stand-up avant d'en faire ou même pas ? Non, vraiment, je pensais que c'était vraiment, je sais pas, un hobby. Je savais pas du tout que c'était un métier. Et d'ailleurs, ça a mis du temps avant de le comprendre, même quand je le pratiquais. Genre, vraiment, les artistes autour de moi m'ont dit... Tu joues pas si t'es pas rémunéré, tu travailles tous les jours, c'est vraiment une discipline, tout ça. Et ça, je le savais pas. Pour moi, c'était vraiment un loisir, quoi. C'était des gens qui allaient faire un karaoké. S'ils m'entendent, ils me tueraient. Est-ce que, genre, maintenant, avec toute l'expérience que t'as du stand-up, ouais. tu pourrais dire que c'est un peu comme une drogue, genre, on monte sur scène et après, on veut plus redescendre et on finit comme Dalida, genre. Alors, c'est vrai que ça m'arrive souvent d'écouter Dalida avant de monter sur scène. Non, je pense pas que ce soit une drogue. Je pense que vraiment, c'est la manière dont on le gère. Il y a quelque chose qui est hyper comment dire, galvanisant quand on monte sur scène et même quand on en descend. Donc oui, on a envie de remonter parce qu'on a des décharges d'hormones assez fortes. Mais après, on peut prendre des bides. Les bides, c'est des moments de silence très gênants pendant 3, 5, 10 minutes. Bon, alors 10, ça m'est jamais arrivé, mais pour l'avoir expérimenté sur 2-3 minutes, je vous garantis que quand on descend de scène, on n'a plus envie de remonter, quoi. Et en fait, c'est là où c'est pas une drogue, c'est un travail, quoi. C'est-à-dire que y a des soirs où ça se passe mal, il y a des soirs où on n'a pas envie de jouer. Mais c'est pas grave parce que c'est le principe d'un taf. C'est-à-dire que y a un moment, faut y aller, même si on kiffe pas trop, mais parce qu'on sait très bien que c'est un petit moment de creux et que très vite on va reprendre goût. Tu gères comment les bides sur le moment présent ? Sur le moment présent ? Ouais, genre sur scène. Je continue, j'ai pas encore... ça fait que 10 mois que je fais du stand-up, je pense que c'est important de le préciser, je suis vraiment pas professionnelle, même si j'aspire à l'être. Donc il y a des gens qui gèrent bien mieux le beat que moi. Moi, généralement, je rigole de moi-même. Genre vraiment, je suis là en mode... même là, j'échoue, quoi. Et en fait, je crée une sorte de... Alors, des fois, c'est très dur, parce que des fois, j'ai des sujets engagés, et les gens sont totalement opaques avec, et se braquent directement. Ça, c'est à moi de gérer aussi, arriver à lisser mes propos en fonction du public que j'ai. Quand ils se braquent, là, c'est dur, parce que c'est dur d'aller les récupérer, d'aller susciter... J'aime pas susciter la pitié, mais vraiment quand on est tout en bas, on suscite la pitié. Et comme ça, il y a une sorte de rire de compassion. Et après, une fois qu'on a un petit rire, ça nous motive. Et voilà, on va aller chercher comme ça. Mais quand les gens sont braqués, là, t'as un peu perdu, quoi. Et il faut l'admettre que des fois... Moi, j'essaie vraiment que le stand-up soit un sport d'équipe. C'est-à-dire que le public et nous, on joue ensemble, quoi. Et quand le public se désolidarise... il faut juste attendre et ça passe, quoi. Et comment on fait pour écrire un stand-up, en fait ? Parce qu'on doit quand même prendre en compte le public. Comment ça s'écrit ? Alors, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pas résolu et je pense qu'il y a aucun artiste qui sait vraiment. Moi, ça s'écrit quand il y a un truc qui se passe mal dans ma vie, finalement. Je suis là en mode, waouh, ça me fait mal. Très bien, je vais écrire 2-3 mots dessus. Je vais attendre que ça se tasse parce que si j'écris tout de suite, ça va puer le je sais pas comment dire, ça va être que des émotions négatives, donc c'est pas bon. Faut attendre que ça se tasse un peu, faire de l'autodérision dessus, et une fois qu'on est bien à l'aise avec le sujet, hop, on y va. Moi, il y a des sujets, encore aujourd'hui, ça s'est passé il y a 10 ans, j'aborderai pas encore. Et pourtant, il y a des petits trucs à la con qui me sont arrivés il y a 3 mois, qui, bon, allez, vas-y, on y va, on se lance, parce qu'en vrai, c'est drôle, quoi. Et c'est ça. Pour écrire, du coup, ouais, faut écrire tous les jours, même si on n'écrit pas des blagues.
Il faut prendre l'habitude d'écrire tous les jours. Et après, il faut aller gratter, mais on sait jamais vraiment si la blague est bonne tant qu'on l'a pas testée sur scène. Enfin, moi, personnellement, je le sais pas. Tu les testes pas même avec tes amis ou... Non, parce que... alors oui, des fois, je les teste sur quelques amis, que je sais très drôles. Mais c'est pas du tout pareil. Parce que, en fait, quand on est dans une salle de stand-up, on est vraiment avec le public, il y a une intimité et il y a vraiment une écoute hyper attentive de ce qu'on va dire. Alors que quand je croise mes amis au bar, en fait, souvent, ils le savent pas que je teste des blagues sur eux. Je suis là en mode ouais, faut que je vous parle d'un truc, je leur parle, je fais des petites blagues parce que du coup j'ai pris l'habitude de raconter des histoires drôles, donc de faire vraiment des punchs régulièrement, tout ça, et je vois comment ça réagit. Mais ils vont pas être dans l'applaudissement, donc je vais pas avoir une validation à part si c'est vraiment très drôle, et il y a pas la même écoute quand on est au bar. Voilà, il y a un mec qui passe, hop, tout le monde se retourne, hop, enfin c'est compliqué. Il faut monter sur scène, et même des fois. En fait, le problème qui se passe, c'est que généralement, on a une énergie dingue quand on écrit. Moi, j'écris toutes les semaines, je teste toutes les semaines du 9. Parce que comme je suis tout le temps à la Fabrique du Rire tous les lundis et qu'il y a des habitués qui viennent, j'ai envie de me mettre ce défi-là, d'écrire toutes les semaines et d'avoir de nouvelles blagues. Et j'arrive avec une énergie telle que souvent les blagues passent bien parce que les gens, ils sont là, ils me suivent dans mon délire. Mais la semaine suivante, quand je les reteste, ils sont là en mode non, en fait, c'est pas drôle, retourne écrire. Mais ça se passe comme ça. Comment on fait rire les gens ? Waouh. Je me l'étais jamais posé cette question. En fait, aujourd'hui, je suis à un petit stade de réflexion où je me dis que souvent on fait rire les gens avec de l'autodérision. On va les faire rire en disant regardez, je suis un peu une merde. Mais en même temps, je suis humaine. Enfin, c'est comme ça et on va se reconnaître dans ça. Mais je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas aller trop non plus parce que j'ai pas envie, alors, enfin le terme n'est peut-être pas bien choisi mais c'est le seul qui me vient, mais de me prostituer avec ma détresse pour que les gens rigolent. Donc des fois oui, parce que moi je parle beaucoup de moi dans mes sketchs, il y en a qui parlent de la société et tout, j'admire énormément, mais moi je parle beaucoup de moi, je suis très autocentrée, je suis égocentrique. Mais ouais, je sais que je veux pas aller trop loin dans ça non plus parce que en fait j'ai peur de cultiver ma tristesse ou ma détresse, enfin je sais pas comment dire, mais pour faire rire, et j'en ai peur en fait, j'ai pas envie de ça. On est allé te voir hier soir en spectacle, c'était super cool. Au Duplex à Toulouse. J'invite tout le monde à aller venir te voir, t'écouter. Il y a un sujet qui est venu ce soir-là, c'était beaucoup le féminisme. Tu parlais beaucoup de féminisme. Ouais. C'est des sujets quand même un peu engagés. Aujourd'hui, c'est une ambiance particulière quand même pour l'humour parce que c'est vraiment à base de on peut plus rien dire, c'est plus comme avant. Comment tu trouves l'état de l'humour aujourd'hui ? Oh là là, ça c'est un gros sujet. Grande question. Ouais, c'est un gros sujet. En fait, moi j'en suis à un stade où je sais qu'il y a des blagues qui me font plus rire. Qui ont pu me faire rire avant parce que j'étais pas forcément déconstruite sur certains sujets. Aujourd'hui, moi ça me fait plus rire. Mais ça fait quand même rire pas mal de gens en France. Et ça, faut le prendre en compte. Faut pas être élitiste en fait dans son humour. Moi par exemple, je suis assez perplexe avec la cancel culture qui se pratique énormément à Sciences Po. Je pense qu'il y a du bon dedans parce qu'il y a des gens, faut arrêter qui parlent, enfin il faut arrêter, mais c'est facile pour nous de dire ça aujourd'hui à 20 ans où on est en plein, c'est nous qui menons, qui bougeons vachement les luttes. Vraiment, j'ai l'impression que les gens nous suivent, mais on est la jeune génération qui poussons les trucs. Mais moi, dans 10 ans, je serai certainement plus à la page sur des sujets qui pourtant me tiennent énormément à cœur aujourd'hui. Et il faut le prendre en compte, ça aussi. Moi, j'ai plein d'humoristes à Toulouse avec qui je travaille, qui sont pas déconstruits comme nous on l'entend, qui sont pas féministes et tout, mais qui demandent qu'à l'apprendre. Et donc forcément ils vont faire des blagues qui sont limites à mon sens. Mais comme ils demandent qu'à l'apprendre, mais venez on apprend ensemble. Et j'ai pas envie en fait d'exclure des gens en disant non désolé t'es pas en phase avec mes valeurs. Il y en a qui le sont vraiment pas, donc oui, parce que ils ont pu faire preuve d'une certaine violence. Verbale sur scène, une violence physique ou verbale en loge, donc il est hors de question que je travaille avec eux. Mais par contre, tous ceux qui sont bienveillants et qui demandent juste à apprendre, je suis pas là en mode je vais vous apprendre, c'est pas moi le messie, mais venez on taffe ensemble et on travaille sur notre vision du monde ensemble pour faire évoluer ça, quoi. Quels sont les termes que tu abordes sur scène ? Parce que est-ce que tu as par exemple une volonté de passer un message, et est-ce qu'on pourrait dire que le stand-up c'est une forme de militantisme ? Ouais, franchement je pense que le stand-up c'est une forme de militantisme, mais en fait je connais des humoristes qui veulent pas parler de sujets d'actualité.
Et ça aussi, finalement, c'est une forme de militantisme. Prendre le choix de pas parler de sujets d'actualité, de pas parler de féminisme, de racisme, quoi, à mon sens, c'est aussi invisibiliser ces luttes. Donc c'est une forme de militantisme. Je pense vraiment que toute prise de parole, que ce soit sur le stand-up, en poésie, à la radio, oui, on milite parce qu'en fait, on diffuse notre vision du monde. Et à partir de là, quand on diffuse, on crée l'adhésion ou juste le rejet de notre vision du monde, mais il y a un truc politique derrière ça, derrière une prise de parole. Mais du coup, toi, quelle vision du monde tu veux diffuser à travers ton stand-up ? Ma vision du monde, ça va être vraiment de montrer que sur scène, par exemple, j'aborde en ce moment beaucoup le fait que j'avais énormément de certitudes entre 16 et 18 ans. Enfin, j'en avais pas, mais je les cherchais. Vraiment, j'étais avide de certitudes. Et aujourd'hui, à 20 ans, je me suis juste rendu compte que il n'y a aucune certitude. Et que faut vivre avec, et que c'est même joyeux finalement de ne pas avoir de certitude, de se construire autour de ça. Moi, je doute énormément, il y a plein de choses, je suis là en mode... c'est ce que j'ai abordé hier soir, en mode... oui, franchement, je me dis féministe, j'essaie de vrai pour ça, mais il y a encore plein de contradictions qui sont dans mon comportement. Et ouais, du coup, c'est cette vision-là d'être plus flex, en fait, avec les certitudes qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai abordé ça avec des sujets qui me touchent, par exemple... l'homophobie, mon homosexualité, tout ça. Enfin, du coup, ma bisexualité, parce que pas de certitude, les gars. Vraiment, je suis perdue. Et donc, oui, je vais le montrer avec mes prismes, avec moi, les sujets qui me tiennent. Et juste, je veux montrer aux gens que tout est fluide, quoi. Faut arrêter d'être là en mode non, je me mets dans une case et j'y reste. Et je crois en ma case, surtout. Et puis il y a aussi dans le côté militant le choix de la personne de faire rire sur certains sujets qui peut-être même dans la vie courante n'est pas drôle. Et ça, c'est fort. C'est très dur, hein. C'est très dur. Moi, je sais que... Hop, petit avertissement, les prochaines minutes vont évoquer des sujets compliqués comme l'agression sexuelle. Si vous souhaitez sauter ce passage, rendez-vous à 17 minutes 11 si vous nous écoutez en podcast ou coupez le son de votre radio pendant une vingtaine de secondes. Vous êtes toujours en train d'écouter PDDRTK. Bonne suite d'écoute. Ouais, j'ai été victime d'agressions qui peuvent s'apparenter à des agressions sexuelles. Et honnêtement, j'attends que de ça, d'arriver à en rire sur scène. Vraiment, j'ai des punchs, pépites. mais j'ai toujours ce truc-là de me dire j'ai pas envie de créer de la pitié sur ce sujet-là. C'est passé, moi j'en ressors... je sais pas comment dire, j'ai envie d'en rire en fait. Et à la fois, il y a certainement, statistiquement dans le public, il y a des gens qui ont certainement vécu les mêmes choses que moi. Et j'ai pas envie qu'ils sortent de la scène en se disant oh putain, j'avais pas envie d'affronter ça. Et c'est ça en fait qui est un peu compliqué dans l'humour, c'est quel sujet on peut aborder. Moi je sais que de par mon milieu, de par mon microcosme d'humoriste et de Sciences Po, c'est comme ça qu'on appelle les étudiants à Sciences Po, il y a plein de choses sur lesquelles... pour moi, c'est pas du tout tabou, tu vois. Aller acheter des capotes, parler de règles. Enfin, pour moi, c'est pas du tout tabou. Et en fait, quand j'en parle sur scène, je vois qu'il y a un public qui est un peu plus âgé que moi, qui a une réticence en mode waouh, t'abordes ça. Et il y en a qui sont là en mode cool d'entendre du neuf, et il y en a qui sont là en mode non, fais pas ça, fais pas ça, je veux pas entendre parler de sang ce soir. Et est-ce que tu trouves que le nouveau monde, je vais dire, du stand-up, les nouveaux artistes dans le monde du stand-up sont plus ouverts, ou est-ce qu'il y a en règle générale une ouverture sur le monde par rapport aux années précédentes ? Non. Honnêtement, non. Alors, moi, je travaille à Toulouse essentiellement. J'ai très peu bougé en stand-up parce que je suis encore une jeune comédienne et qu'avec mon emploi du temps, c'est compliqué de bouger de partout en France. Il y a plusieurs générations de stand-up à Toulouse. Et par exemple, hier, vous avez vu Emma de Foucault, qui est une artiste incroyable qui s'est lancée à Toulouse. Au début, il y avait vraiment pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de stand-uppers tout court. Et elle aborde déjà des sujets hyper engagés alors qu'elle est plus âgée que moi. Et tu vois, faut pas dire que les jeunes, on a plus une ouverture. Non. C'est toujours les gens qui prennent le choix d'aborder certains sujets ou pas, tu vois. Il y a des jeunes qui, honnêtement, moi, me semblent nuls, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, nul, c'est pas le bon mot, mais ils me semblent tellement neutres que moi, j'ai du mal à adhérer à ce genre de propos. Mais ils cartonnent avec d'autres publics, hein, mais c'est juste que moi, c'est pas mon humour. Moi, il faut que tu ailles chercher, quoi. Viens, on parle de ce qui coince aujourd'hui dans notre société. Et est-ce que, du coup, tu as des noms de personnes, d'humoristes qui font ce que tu aimes comme humour ? Ouais, bien sûr. Et qui sont un peu peut-être même tes idoles aussi ?
Ouais, hier, j'ai rencontré, vous l'avez vu, Shirley Soignon. J'ai partagé la scène avec elle. Elle, en fait, tous les pronoms lui conviennent, donc voilà, je vais dire elle, parce que c'est comme ça que j'ai appris à la connaître. Et c'était pour moi, mais je sais pas, déjà un honneur que Emma de Foucault me permette de venir jouer sur scène, à côté de Shirley. Shirley, pour resituer, pour les gens qui connaissent pas, c'est un artiste qui fait du stand-up depuis 15 ans, même plus, qui est passé à la télé, qui a monté le Barbès Comedy Club, qui était un comedy club incroyable à Paris. Moi, j'aurais rêvé jouer là-bas, maintenant ça se termine. Il dit être un peu sur la fin de sa carrière, donc voilà, je suis trop contente d'avoir pu le rencontrer, le voir jouer et surtout partager la scène. Enfin, j'ai que 10 mois de stand-up dans les pattes, c'est un honneur de dingue, vraiment. Puis il m'a félicité à la fin, j'étais trop heureuse. Comment ça se passe aujourd'hui quand on est une femme dans le monde de l'humour ? Waouh, c'est très dur. Moi, j'ai jamais connu le sexisme parce que j'ai toujours été dans dans des milieux assez favorisés, c'est-à-dire classe moyenne, mais aisée. Donc il y avait une vraie volonté de mes parents de pas m'éduquer en petite fille ou en petit garçon, juste d'être là, vas-y fais ta vie. Je pense que j'ai rencontré le sexisme à l'école, tout ça, mais enfin moi à l'école quand même c'était assez favorisé, c'est-à-dire que je jouais au foot, je me souviens avoir eu le titre de la première fille qui jouait au foot, mais je le voyais pas comme ça, vraiment il m'a fallu beaucoup de temps, je pense le collège avant de comprendre vraiment qu'il y avait une distinction fille-garçon, et j'en ai pas tant souffert que ça, on va pas se mentir. Et en fait, quand je suis arrivée dans le stand-up, je me suis pris une vague de sexisme qui a été très violente, parce que même si j'en parle tous les jours, que je sais ce que c'est théoriquement, quand on se le prend dans la gueule, on est là en mode « Ah mais c'est vrai, mes textes ils sont pas assez bien, je vais retourner travailler ». Il y a ça, mais il y a aussi, en fait, au début, moi sur scène, je disais que j'étais lesbienne. Donc, il y a beaucoup d'humoristes qui ne m'ont pas sexualisée, ce qui était plutôt cool, mais qui m'ont quand même fait comprendre que j'étais une femme. Donc, que j'attendrais le 8 mars pour jouer sur certains plateaux. Et que, ouais, j'aurais moins de temps de parole, que j'aurais toujours en première, et que surtout, ils viendraient me faire des commentaires sur mes textes. Parce que eux, ils savent, quoi. Ouais, ça a été un peu dur. Et après, en fait, là, récemment, j'ai dit que finalement, je pensais vraiment être lesbienne. Hein. Je vous jure que c'était pas un mytho. mais j'ai glissé, quoi. Je suis tombée amoureuse d'un homme et du coup, je le dis sur scène parce que pour moi, c'était vraiment un choc, une reconstruction. J'étais là en mode putain, merde, maintenant que j'étais lesbienne, faut réapprendre à être hétéro, chiant, quoi. Et ouais, j'en parle sur scène et là, je suis sexualisée à balle. Et ça, c'est vraiment dur parce qu'en fait, dans tous les cas, on est perdant. C'est-à-dire que... Enfin, si on cède aux avances, on est une pute, excusez-moi du terme. Si on cède pas, on est frigide et on mérite pas d'être... Comme on joue pas le jeu, y a plein de scènes qui se ferment. Mais c'est pour ça aussi que moi, je crée mes scènes et qu'aujourd'hui, je sélectionne un peu. Alors, je sélectionne pas trop parce que je suis encore une jeune humoriste, que je suis avide de faire des scènes et tout. Mais il m'arrive des expériences, des fois, je vous jure, je rentre chez moi, je pleure, quoi. Et je me dis pourquoi je me suis infligé ça. Et ça, c'est chiant. Est-ce que, au final, organiser des plateaux, c'est pas aussi une autre difficulté ? Il faut que les autres te trouvent légitime à faire ça. Et aussi, il y a ce truc de responsabilité aussi. Ouais, en fait, c'était très dur. Très, très dur parce que, déjà, je souffre du syndrome de l'imposteur. J'ai beau le savoir, il y a quand même les mêmes dynamiques qui sont en place artistiquement, en tant qu'artiste. Et va trouver la légitimité derrière pour monter une scène. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que, en vrai c'était une lutte, mais ça s'est fait naturellement dans le sens où j'avais plus le choix. C'était soit j'allais être en loge avec des mecs qui allaient me demander si je suçais pour être programmée sur le ton de la rigolade, mais en même temps moi ça me fait pas du tout rire. Soit je montais un espace, mon espace avec mes valeurs, mon identité, et je me sentais bien et je faisais ce que j'aimais. Et donc, ouais, quoi. C'était un peu... Il n'y avait plus trop de légitimité. J'étais là en mode, vous m'avez tellement fait chier que je vais le faire. Et c'est hyper prétentieux de ma part de dire ça, mais je l'ai fait, quoi. Et aujourd'hui, je gère ça seule. Je suis trop fière de ça et j'ai plus aucun syndrome d'imposteur par rapport à en étant organisatrice. Mais par contre, en tant que femme, c'est toujours dur parce que il y en a plein qui se pensent tout permis, quoi. Et que, comment ça, tu me programmes pas, tu sais qui je suis ? Bah ouais, je sais qui t'es, c'est ça le problème, quoi. Et artistiquement, en tant qu'artiste, c'est dur de dire non, mais quand j'ai la casquette d'organisatrice, moi, je veux que mon projet, il tienne la route et qu'il respecte mes valeurs, mes engagements. Donc, il faut que je m'affirme.
Est-ce que, avec l'évolution de la société vers des modèles plus inclusifs, permet d'avoir une nouvelle forme d'humour qui choque moins? Est-ce qu'il y a un risque que l'humour soit trop lisse? Ah, mais l'humour, il est jamais lisse. Hein. Enfin, écoutez des propos de Shirley ou quoi, c'est pas lisse. Hein. Parler justement d'inclusivité, c'est tellement tabou que ça ne sera pas lisse avant. Moi, je souhaite que ça soit lisse demain, tu vois, mais à mon avis, ça ne le sera pas avant 50 ans, quoi. Donc, venez, on en parle. Venez, on casse ce truc. Et venez, on rend ça lisse. Et une fois que ça sera lisse, on pourra peut-être reparler des hétéros. On arrive à l'issue de cette émission et on a une petite question récurrente à la fin de chaque émission. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, si on te dit PTDR, t'es qui ? Tu réponds quoi ? Bonjour, je suis Mathilde, stand-upeuse engagée et programmatrice qui gère 2 plateaux d'humour à Toulouse. Mais je suis aussi étudiante, je l'oublie souvent. Je serais ravie de te rencontrer. Eh bien, merci Mathilde d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur Campus FM, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Retrouvez aussi PTDRTeki sur Instagram, @PTDRTeki tout attaché, où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTeki, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Mathilde et Merci suivez-la sur Mathilde. Instagram, elle est très talentueuse. Allez à la fabrique du rire. Merci tout le monde.